What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du SmackDown du 18 décembre 2020, le dernier SmackDown, le dernier show de la WWE avant TLC qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi à 1 h du matin heure française sur le WWE Network. Et bien sûr vous aurez le kick-off disponible à minuit sur la chaîne YouTube de la WWE ou sur le WWE Network. Mais sur ce, que la review commence. Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown? Bah, moi personnellement, j'ai trouvé ça correct. Et puis, on voit clairement, je vous le dis haut et fort, j'assume mes propos, mais SmackDown est supérieur à Raw. Et ce, c'est grâce à une seule personne. Une seule. Et je pense que vous avez tous compris. Il s'agit du champion universel Roman Reigns. On le voit clairement, cette rivalité est vraiment ce qui me fait le plus hyper pour TLC. Et le show donc commence avec Kevin Owens qui nous rappelle de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et donc Kevin Owens, voilà, micro génial, franchement faut garder Kevin Owens au micro comme il est là, parce que c'est vraiment génial en tant que justicier de SmackDown qui se dresse contre la figure d'autorité, donc un Stone Cold Steve Austin 2.0. Et il nous rappelle l'effet que Roman Reigns, suite à son attaque, a envoyé un message à la famille de Kevin Owens. Et donc, qu'a fait Kevin Owens, c'est qu'il a parlé à sa famille et il a interdit à sa famille de regarder TLC car il n'a pas envie de transmettre une image d'un père qui est pour lui l'inverse de ce qu'il est en fait. Car en effet, il dit clairement qu'il va tellement péter la gueule à Roman Reigns qu'il ne veut pas traumatiser ses enfants. Et là donc Kevin Owens nous rappelle que voilà, Roman Reigns il a dit ouvertement à Jey Uso qui s'en tamponne de l'image qu'il transmet lui à ses enfants. Et qu'au final Kevin Owens traite tout simplement Roman Reigns d'hypocrite car il s'en fout totalement de la vision de sa famille. Il s'en fout comment sa famille est utilisée, comment sa famille fait des efforts pour lui pour qu'il reste au top, tant que lui, ça l'arrange et que ça sert son profit personnel. Et donc, Kevin Owens demande à Roman Reigns de venir dans le ring, mais il est pas venu. C'est Paul Heyman qui est présent sur l'écran géant et qui dit à Kevin Owens que bah ouais mais t'es Kevin Owens, ferme ta gueule, t'as rien à dire. Si Roman veut venir, il viendra. S'il vient pas, il viendra pas. C'est chef de la tribu, t'es rien pour lui donner des ordres. Et là franchement, il nous rappelle que Paul Heyman a fait une erreur. Parce que je vous dis ouvertement, je ne regarde pas les talk shows après les shows hebdomadaires. Donc je ne regarde pas par exemple du côté SmackDown Talking Smack. Et donc lors du dernier Talking Smack, Paul Heyman a traité Kevin Owens de masochisme. Parce que peu importe les coups qu'il prend de la part de Roman Reigns ou Jey Uso, bah il se relève et il se dirige à fond sur le titre universel. Et donc au final Paul Heyman lui dit non, Kevin Owens, tu n'es pas un masochisme, tu es un martyr. Tout simplement car tu es dans le désespoir, tu veux tellement à tout prix être champion universel que tu es prêt à tout pour le devenir, même à sacrifier ta famille, même à sacrifier ton corps pour atteindre cet objectif. Et donc Kevin Owens en a tout simplement ras-le-bol. Il dit bah si Roman ne vient pas à moi, je vais vers Roman. Et donc Kevin Owens quitte le ring, il remonte la rampe et on se retrouve donc en coulisses où Adam Pearce est en train de convaincre Kevin Owens d'attendre ce dimanche pour péter la gueule à Roman Reigns tout simplement. Mais Kevin Owens, voilà, c'est une vraie tête de mule, il n'écoute pas, il veut Roman Reigns. Et donc il veut ouvrir la porte du vestiaire de Roman Reigns, mais la porte ne s'ouvre pas. Et là, il voit à travers la télévision que Roman Reigns arrive dans le ring, bien sûr accompagné de Paul Heyman et de Jey Uso. Et Roman Reigns, super promo au micro, franchement, c'est du Roman Reigns à 100%, où voilà, il dit que voilà, ce n'est pas un mauvais gars, mais il fait tout pour être le gars, avec un G majuscule. Et donc, Roman Reigns nous fait comme il nous fait depuis quelques semaines déjà avec Jey Uso, en disant voilà, Kevin Owens, je vais te donner une opportunité d'améliorer ton sang. C'est-à-dire, grosso modo, il doit reconnaître Roman Reigns en tant que chef de la tribu, en tant que bout de table. Et s'il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il ne peut pas, peu importe, Roman Reigns va finir Kevin Owens. Mais à quel point que Kevin Owens ne pourra même pas
aller à TLC pour affronter Roman Reigns pour le titre de champion universel. Et là d'un coup, tu as Kevin Owens qui arrive, qui veut confronter Roman Reigns, mais ce dernier se fait attaquer par Jey Uso dans le dos, et là ça part en castagne. Bien sûr Roman Reigns qui en profite que Kevin Owens soit en position de faiblesse pour intervenir lui-même, donc on se retrouve vraiment sur un combat 2 contre 1, et franchement, j'ai kiffé cet opener, ça met vraiment de ambiance dans ce show, et ça met le ton de se dire que voilà, Kevin Owens, il sera obligé d'avoir des yeux derrière la tête durant toute la soirée, car à tout moment, ce mec, il va se faire attaquer par Jey Uso, il va se faire attaquer par Roman Reigns, pour que ce dernier ne soit pas apte à combattre à TLC pour le titre de champion universel. Et ça, franchement, c'est du génie. Car en effet, on le voit que suite à cette attaque, Jey Uso, il est heureux, il dit ouais, j'espère que Kevin Owens il a écouté, il a compris le message. Mais Roman Reigns, qui est un peu plus intelligent, qui est un peu plus reposé que Jey Uso, dit non, Kevin Owens c'est une tête de mule, il va pas écouter, donc on n'a pas le choix, faut qu'on finisse. Et là franchement c'est génial. Donc là suite à cela, bon, on passe au premier match de la soirée, donc rien des matchs qui a été annoncé la semaine dernière. Il y a Street Profits contre Roode et Ziggler pour le titre de champion par équipe de SmackDown. Le match il est très bon. Franchement, je ne cache pas, le match il est très très bon. Et franchement, ça me fait mal au cœur que WWE mette ce match-là à SmackDown alors qu'ils auraient pu le mettre à TLC. D'ailleurs, pour ceux qui veulent connaître mes pronostics pour TLC, je vous mets une petite fiche juste en haut sur le côté de la vidéo pour avoir mes pronostics. Et d'ailleurs, j'avais mis ce match en match possible, car j'avais imaginé que ce match allait se terminer de manière pas clean, peut-être une disqualification, pour justifier un nouveau match à TLC. Ça n'a pas été le cas. Et à noter que Dolph Ziggler a abandonné sa casquette de SmackDown. Donc qu'est-ce que t'as fait, Ziggler? T'as eu peur qu'on t'avoue, peut-être parce que t'as vu une de mes vidéos et je t'ai dit que je voulais t'avouer. Bref, je déconne. Mais franchement, le match est très très bon, quoi. On voit vraiment que les deux équipes travaillent bien ensemble, que Roode et Ziggler sont vraiment des catcheurs polyvalents qui sont aussi bien bons en solo qu'en équipe. Et le match, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, comme d'habitude, des bons tags. On voit vraiment que Street Profits, dès que Angelo Dawkins rentre dans le ring alors que Montez Ford a pris cher dans la gueule, ça part dans le sens des Street Profits. Et les sauts venant du CI de Montez Ford sont toujours excellents. Mais cette fois-ci, c'est pas passé. Cette fois-ci, c'est pas passé car Roode était aux abords, donc a pu casser de tomber pour empêcher donc les Street Profits de remporter le combat. Et là, donc, on a eu une victoire donc des Street Profits grâce à un roll-up, mais un roll-up pas très autoritaire, pas très réglementaire en fait. Et on le voit après le match où t'as Roode et Ziggler qui sont vraiment mauvais perdants, qui justifient la défaite à l'arbitre en disant mais t'as fait une connerie mec, regarde il m'a fait un roll-up mais il m'a tenu par le cible de combat, c'est interdit, donc le match il est pas bon, fait recommencer le match et tout. Et là on voit qu'arbitre c'est Charles Robinson, l'arbitre, lui figure d'autorité, il dit mais vous savez à qui vous parlez, je suis arbitre, donc si je dis qu'il y a une erreur, il y aurait une erreur, mais moi j'ai vu qu'il n'y avait pas d'erreur, le match est validé, Street Profits vainqueur. Est-ce que ça va justifier un nouveau match entre les Street Profits, Roode et Ziggler pour TLC? Personnellement, je pense pas. Et si vraiment ils mettent ce match, ce serait vraiment pas très crédible. Après, on sent une volonté de la WWE de protéger Roode et Ziggler, parce que je dis honnêtement, division par équipe du côté SmackDown, y a pas grand chose. Il y a certes peut-être Nakamura et Cesaro, et là ils sont un peu en guéguerre avec Gable et Otis. D'ailleurs, Gable et Otis, qui pourraient être une équipe intéressante. Sinon, à part ça, on a que 3 équipes du côté SmackDown, et pas beaucoup. On faudrait peut-être que WWE, vous pensez à créer de nouvelles équipes. On le voit du côté de SmackDown, de Raw. On le voit du côté de Raw, c'est pareil. Du côté de Raw, il n'y a pas 15 000 équipes. Il y a Earth Business, il y a eu New Day, il y a Lucha House Party. Pas beaucoup. Oui, il y a aussi les Viking Raiders, mais les Viking Raiders sont baissés. On voit, t'as 4 équipes dans chaque roster. Tu vas pas faire beaucoup tourner tes titres par équipe, mon gars. Donc là, on continue donc. Toujours en coulisses avec Kevin Owens qui est accompagné d'Adam Pearce et d'une arbitre. Voilà, suite à l'attaque de Roman Reigns et Jey Uso, donc je pense qu'ils doivent conduire Kevin Owens à l'infirmerie. Et ce dernier se fait attaquer dans le dos par Jey Uso avec une chaise. Donc ça commence pour Kevin Owens. Ah là, ça fait très très mal. Et on passe dans le ring
avec un nouveau match. Premier match féminin de la soirée. Riot Squad contre BK et une nouvelle partenaire. Et BK, voilà, qui continue à rapper son pédigré qui n'est pas vraiment bien garni. Je pense que tout ce qu'il y a d'écrit dessus, c'est de la publicité mensongère. Parce que tu fais CV de BK, je pourrais même me faire en direct. C'est un CV qui est pas fameux à WWE. Ah ouais, à part été avec Peyton Royce en équipe et avoir remporté les titres par équipe à WrestleMania, ouais, t'as que 2 lignes sur ton CV. Donc c'est assez rapide. Et donc elle nous introduit sa partenaire mystère. Et franchement, c'est une énorme blague. Parce qu'en effet, il dit ouais, c'est une monstre de puissance, c'est une superstar de 2e génération. C'est Tamina. Ouais, Tamina. Et à quel point que WWE ne savait pas quoi mettre. Donc quand vous regardez l'introduction de Tamina, il y a écrit donc effectivement, c'est la fille du Hall of Famer Jimmy Superfly Snuka. Elle a été championne 24/7. Ouais, c'est d'ailleurs ça le titre que t'as eu parce que t'as jamais été championne féminine. Et ils mettent à la fin et maman de 2 filles. Ouais, ça se voit clairement qu'ils n'avaient rien d'autre à mettre pour Tamina et que Tamina n'a zéro respect. Peu importe le roster où elle va ou à SmackDown, il y a zéro respect. Et le match, bah, j'ai rien à dire, franchement. Voilà, c'est vraiment, voilà, je sais même pas quoi dire. Riot Squad, voilà, qui travaille très bien, c'est une bonne équipe, je pense, qui pourrait être des challengers potentiels pour les titres par équipe de la WWE, du côté de SmackDown. Et on voit clairement que, voilà, ils nous ont mis Tamina en monstre, et dès que BK prend le relais, ah bah ça part en cacahuète et c'est BK qui fait perdre son équipe tout simplement. Et on voit Tamina, décomposition totale. Ah ouais, mais ça aurait pu être mon opportunité d'avoir pourquoi pas une opportunité au titre de Sasha Banks. Non mais attends, ouais. Donc BK, je crois que tu peux toujours continuer à chercher au pôle emploi du catch. D'ailleurs dédicace à Black Mass Design. Et en parlant de Sasha Banks, on accueille donc sa challengeuse pour TLC, Carmella, qui vient porter un toast dans le ring, car bien sûr toujours accompagné de son associé, et elle précise que voilà, elle est en train de faire une dégustation pour choisir le choix de son champagne pour TLC une fois qu'elle aura battu Sasha Banks et qu'elle sera devenue une nouvelle fois championne de SmackDown. Et donc au final, bon, elle fait des éloges de Sasha Banks, de voir que effectivement Sasha Banks elle a tout fait, elle est multiple fois championne, elle a gagné toutes les ceintures, mais elle est pas très intelligente et qu'elle se laisse souvent avoir par la pression. Pourquoi? Parce que son règne actuel, c'est son règne le plus long de sa carrière et qu'elle veut à tout prix le conserver et que elle nous rappelle les faits de la semaine dernière qu'elles ont eu un match d'ailleurs qui est en oubliant le contexte est bon, mais le contexte casse tout. Et elle explique que voilà, dès que Sasha Banks a senti que le titre allait partir du côté de Carmella, bah qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est disqualifiée. Donc pour Carmella, ça signifie déjà d'une qu'elle a gagné lors du dernier SmackDown de la semaine dernière, donc elle se permet de porter un toast, mais qu'elle est tout à fait capable de battre Sasha Banks. Donc elle se permet de boire du champagne. Et donc suite à cette dégustation, nous avons donc Sasha Banks qui arrive. Donc Carmella donc envoie son associé à la rampe d'entrée parce que bah elle pensait que Sasha Banks allait arriver comme tout le monde, voilà, avec sur la rampe d'entrée. Mais Sasha Banks arrive dans le dos de Carmella et donc fait elle-même une petite dégustation de champagne et elle fait bon, ce bière il est bon, ah ce bière il est mauvais, bon bah je vais te le mettre dans la gueule. Donc c'est ce qu'elle fait. Et petite castagne voilà entre Carmella et Sasha Banks. Mais ça se finit comme la semaine dernière. Voilà, Carmella qui parvient à maîtriser Sasha Banks et qui éclate une bouteille de champagne sur le dos de Sasha Banks. Ouais, bah je cache pas, je suis pas du tout hypé dans cette rivalité. Car on voit clairement que WWE, ils ont peut-être voulu changer quelque chose en Carmella, mais qu'est-ce qui a changé sur Carmella? C'est toujours la même. En fait, c'est même pas un changement gimmick complet. Parce que tu regardes in-ring, c'est même pas net de coups qu'elle avait avant. Son comportement, c'est exactement le même qu'avant. C'est juste que la différence, elle a la tenue qui voilà, qui complète son comportement. C'est tout. Il n'y a pas de changement. Et là, tu nous dis voilà que tu peux battre Sasha Banks et être championne à TLC. Je suis pas fan. Mais on voit vraiment que WWE, bah, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on voit vraiment que WWE, notamment Vince McMahon, ne croit pas beaucoup en Sasha Banks. Et donc on pourrait peut-être avoir des petites surprises lors de TLC. Et franchement, je n'espère pas.
car j'ai envie de voir Sasha Banks en tant que championne, voilà, qu'elle tape une à une toutes les challengeuses potentielles, mais pas des challengeuses qui en valent pas le coup comme Carmea, parce qu'il manquerait plus qu'après cette rivalité, vous nous mettez Tamina, Sasha Banks, là c'est bon, division féminine, elle a couillé. Et là tu passes en coulisses avec donc Kevin Owens qui se fait examiner par le médecin, mais ça n'a pas duré longtemps, car il se refait attaquer par Jey Uso, et ce dernier en profite même pour le faire passer à travers la table. Donc Kevin Owens continue son chemin en enfer. Et donc là, on passe à un prochain match. Otis accompagné de Chad Gable contre Shinsuke Nakamura accompagné de Cesaro. Et bah le match, bah ça fait très mal au cœur parce que j'aime bien Cesaro, j'aime bien Nakamura. Mais de voir que ce match sert juste à mettre Otis en avant, je sais pas quoi dire franchement, parce que le match, bon, il est pas fameux. On voit qu'à un moment donné, Otis veut faire sa mise en scène habituelle, donc c'est-à-dire sa chenille, et faire après son Vader Bomb ou sa descente du coude. Mais Gable n'est pas d'accord. Gable lui dit non, fais une souplesse, je t'ai dit une souplesse, tu fais une souplesse. Et ça a failli lui coûter le match parce que Nakamura en profite pour faire un roll-up. Bon, Otis se dégage, souplesse, Vader Bomb, compte 2-3, victoire de Otis. Voilà le résumé du match. Et donc voilà, Otis, je sais pas où est-ce que ça peut emmener cette victoire. Et on voit qu'après, en coulisses, bah on a Gable qui est heureux de la victoire de Otis. Mais d'un côté, il est pas très content parce que Otis allait faire donc ses coups habituels, donc sa chenille, sa descente du coude des Vader Bomb. Alors qu'il lui a dit non. Tu oublies cette prise, tu fais une souplesse et après tu fais ta Vader Bomb. Et tu regardes, ça t'a donné la victoire. Donc je sais pas franchement où est-ce qu'il veut aller, peut-être nous créer une American Alpha. Ou en fait, Chad Gable et il essaie petit à petit de créer Otis tellement fort que il pourra se protéger derrière Otis. Franchement, je sais pas du tout. Et donc là, on passe en coulisses avec notre champion intercontinental Sami Zayn, qui se prépare d'ailleurs très bien zappé. Ça change d'habitude de Sami Zayn, car en effet, on nous a annoncé que pour la première fois, nous allons avoir l'édition des Sami Awards. Bien sûr, je pense que vous avez tous compris la caricature des Sami Awards qui aura lieu la semaine prochaine sur le WWE Network. Et donc Sami Zayn, voilà, en tant que présentateur, est en train de se préparer avec les enveloppes, avec les noms des gagnants, etc. Et au moment où Sami Zayn s'en va, bah nous avons Big E qui arrive et qui est en train de trafiquer une des enveloppes. On se demande ça va être quoi. Et donc on est dans le ring avec donc Sami Zayn qui nous présente donc son édition des Sami Awards, parce qu'il n'y a pas trop apprécié, voilà, l'édition des Sami Awards, des catégories qui sont proposées, car pour lui, bah, il est sûr qu'il va pas gagner. Donc il propose voilà une édition des Sami Awards et il propose voilà différentes catégories, et donc il commence par le retour de l'année. Et donc on sait tous, c'est Sami Zayn qui remporte le prix. Et Sami Zayn il fait je suis choqué parce que c'est étonnant que vous me fassiez confiance, parce qu'en plus je suis présentateur, mais en plus je gagne un prix. C'est génial. Bon, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du retour de Sami Zayn suite à la pandémie, quand Jeff Hardy était champion intercontinental et que Sami Zayn se pavanait en disant voilà, mais je suis toujours champion intercontinental, j'ai pas perdu ma ceinture. Enfin bref. Et là on passe au match de l'année et Sami Zayn remporte encore le prix, référence au match triple menace qu'il y a eu à Clash of Champions entre Sami Zayn, AJ Styles et Jeff Hardy pour le titre de champion intercontinental. Et d'ailleurs je cache pas, c'est aussi un très bon match, mais moi comme je dis, c'est pas mon match de l'année. Et pour ceux qui veulent connaître mes votes pour le Sami Award, je vous mets aussi une petite fiche dans la vidéo. Et là on passe donc propre au Sami Award, donc au main event des prix, la superstar de l'année. Donc on peut supposer que ça va encore être Sami Zayn qui va être élu superstar de l'année. Et ben non, car il ouvre, il est choqué, il voit Big E, superstar de l'année. Et donc Big E, voilà, il arrive, il est tout content en disant ouais maman j'ai réussi et tout, regarde je suis la superstar de l'année et tout, nanana. On Sami Zayn il est pas d'accord, il dit mais c'est un trucage, c'est censé être moi la superstar de l'année, c'est pas normal. Et au final ça part en petite bagarre entre Big E et Sami Zayn. Donc on voit clairement que la rivalité est lancée entre les deux, entre Big E et Sami Zayn. Donc putain je sais pas ce qu'il vous faut WWE pour ne pas planifier un match entre les deux catcheurs
lors de TLC. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon Jimbo aussi. Ça fait partie des matchs que je veux voir. Donc, mettez ce match, putain. N'attendez pas le Royal Rumble pour créer cette rivalité. Elle est créée, elle est vraiment encastrée dans du marbre. Donc, allez-y. Allez-y. Je veux le pouce de Biggie. Et là, on passe au deuxième match féminin de la soirée. Le deuxième match qui avait été annoncé la semaine dernière. Bayley contre Bianca Belair. Et le match est très bon. Franchement, je vous le cache pas. C'était un des matchs que je voulais voir aussi à TLC. Mais je n'ai pas mis dans mon Jimbo Nosik. Car on allait avoir à SmackDown. Donc je pense pas que WWE va nous refaire ce match. Mais enfin bref. Franchement, si tu m'aurais dit, tu choisis quoi comme match à TLC entre Carmella, Sasha Banks ou Bayley, Bianca Belair, je choisis clairement Bayley, Bianca Belair. Le match, il est bon, il est même mieux construit, alors que c'est même pas pour le titre de championne. C'est juste que voilà, par exemple, voilà, Bianca Belair a été la dernière survivante de son équipe, alors que Bayley se vante d'être la capitaine, d'être la catcheuse avec le meilleur pedigree du roster. Mais c'est elle qui a été éliminée en première. Donc on voit clairement que WWE essaie de nous construire Bianca Belair sur la durée, en commençant par ni plus ni moins que celle qui a été vraiment pour moi la catcheuse de l'année 2020, Bayley. Et le match est très très bon. Et tu vois qu'à quel point WWE voilà, veut que cette rivalité continue. Bah ils ont protégé Bianca Belair. Car Bianca Belair allait finir le match. Bayley remporte le match de manière fourbe, car en effet elle pince Bianca Belair aux yeux, donc Bianca Belair ne peut plus se défendre. Hop, victoire de Bayley, mais vraiment victoire dans la fourberie, dans le but déjà d'une de protéger Bianca Belair, et pourquoi pas continuer cette rivalité. Et franchement ça aurait été vraiment un match que j'aurais bien voulu voir à TLC à la place de Sasha Banks contre Carmella. Ça je dis franchement. Donc je vous laisse en débattre en commentaire. Pour vous, quel match vous aurez voulu voir à TLC entre Sasha Banks, Carmella ou Bianca Belair contre Bayley. Et là, on passe au main event. Nous avons Roman Reigns qui arrive dans le ring avec Jey Uso et Paul Heyman. Et du Roman Reigns, mais vraiment comme je l'adore, je le dis haut et fort. Où le mec, il ne comprend pas Kevin Owens. Kevin Owens, il a une opportunité pour le titre universel. Il est dans le main event d'un pay-per-view face à Roman Reigns. Donc il a tout pour être au top. Mais il gâche cette opportunité de manière inconcevable pour Roman Reigns. Donc il comprend pas pourquoi. Et là nous avons donc Kevin Owens dans un sale état. Parce qu'il a pris dans la gueule durant toute la soirée. Mais il est là. Il est là pour un combat. Et il confond donc Roman Reigns et Jey Uso. Mais malheureusement il n'est pas avantagé. En effet, nous avons donc 2 contre 1 habituels où voilà, Kevin Owens commence à avoir l'avantage, mais du fait qu'il est en infériorité numérique, bah il se fait vite démonter et il passe 2 fois à travers une table, donc une par Jey Uso, une par Roman Reigns, donc le compteur est réglé à 3 passages à travers une table durant tout le show. Et là nous avons donc Roman Reigns et Jey Uso qui ensevelissent Kevin Owens donc dans les gravats de table, les débris de table, dans des chaises, bref ils ont enterré Kevin Owens. Et là d'un coup donc Roman Reigns et Jey Uso retournent en gorilla position, et au moment où Kaya Braxton a posé une question à Roman Reigns, bah Jey Uso interpelle Roman Reigns car en même temps nous avons Kevin Owens qui se relève une nouvelle fois. Kevin Owens n'est toujours pas mort. Et donc, il prend une chaise, il s'assit et il dit clairement à Roman Reigns que personne ne peut l'arrêter et qu'à TLC, il deviendra champion universel pour la 2e fois de sa carrière. Et donc, il lui dit clairement qu'il va mourir en essayant. Qu'est-ce que tu peux dire de plus ? T'as un Kevin Owens où le mec, il se fait démonter à gueule toute la soirée. Il passe 3 fois à travers une table. Il se prend des coups de chaise. Il se prend des spires. Il est toujours debout. Qu'est-ce que tu peux que t'attacher à ce catcheur, franchement, dans cette storyline. Bien que WWE, dont je pense pas qu'ils vont faire perdre Roman Reigns, parce que Roman Reigns, voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est lui qui fait passer SmackDown avant WoW. C'est lui qui empêche SmackDown d'avoir une chute d'audience comme on a eu à WoW. D'ailleurs, j'ai un peu peur à WoW du côté de Indie parce que, bah, apparemment, USA Network, donc, il
la chaîne américaine qui diffuse WoW, bah, a demandé à WWE de revoir certaines choses et apparemment USA Network demanderait du contenu pour adultes lors de WoW. Donc je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que ça va être. Mais enfin bref, on n'est pas à WoW, on est à SmackDown. Mais pour dire que voilà, Roman Reigns, c'est le visage de SmackDown. Ça c'est clair et net. C'est le I par excellence quoi. Et voir Kevin Owens que, comme je dis, bien, je pense pas que WWE va faire perdre Roman Reigns. Mais nous laisse quand même une petite lueur d'espoir de pourquoi pas Kevin Owens pourrait battre Roman Reigns. Pourquoi pas? Il nous laisse vraiment cette lueur d'espoir. Donc enfin bref, donc là maintenant je vais passer au top et flop de la soirée. Donc je vais commencer donc par le flop. Donc le flop, au début ça allait partir du côté féminin. Mais comme le match de Bianca Belair et Bayley est pour moi très bon, ça limite à 4. Donc pour moi, le flop de la soirée, c'est Gable et Otis contre Nakamura et Cesaro. Ça, je cache pas. Ça, je cache pas du tout parce que franchement, je sais pas où est-ce que WWE veut aller avec Otis. Voilà, peut-être un push à venir, mais je sais pas. Et voir que Nakamura et Cesaro font partie des catcheurs sous-exploités à la WWE, ça a été dit. WWE a divulgué une liste de catcheurs qui sont sous-exploités. Nakamura et Cesaro fait partie de cette liste, et ça fait très très mal au cœur de voir que Nakamura est une légende au Japon, et qu'au final, bah, il fait rien à la WWE, et Cesaro c'est pareil. Cesaro, ils te l'ont présenté comme un catcheur couteau suisse, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter, peu importe son partenaire. D'ailleurs, il est champion par équipe avec plusieurs partenaires, avec Tyson Kidd, avec Sheamus, et là avec Nakamura. Putain, tu pourrais créer quelque chose de sympa avec ces catcheurs, mais non. Mais non. Et je vais passer donc à mon top de la soirée. Je pense que c'est le top pour tout le monde. Il s'agit, bah voilà, des rivalités Kevin Owens contre Roman Reigns. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'ai déjà tout dit. Franchement, c'est la rivalité qui te pousse à regarder SmackDown. C'est cette rivalité qui te pousse à regarder TLC. Parce que moi, je dis haut et fort, ce match, ça va être le main event de la soirée. Ça va pas être Drew McIntyre contre AJ Styles. Et c'est ça qui fait la différence entre Drew McIntyre et Roman Reigns. C'est que Roman Reigns, il y a tout qui suit. Il y a son personnage, il y a son adversaire et il y a la storyline. Alors que Drew McIntyre, bah, le catcheur, il est très bon. Ça, je le cache pas. C'est pas par rapport au catcheur que je trouve inférieur à Roman Reigns. C'est du fait que, voilà, bah, on a le challenger qui peut suivre, mais la rivalité ne suit pas forcément. Car on le voit du côté de WoW, bah, Drew McIntyre et Jay, il n'y a pas que. T'as le Miz et Morrison, t'as Sheamus, t'as Kissy. Donc ça se mélange partout. Alors qu'à SmackDown, on a Kevin Owens et la famille de Roman Reigns de l'autre. Donc tu as Roman Reigns et Jey Uso. Pas plus. Et ça c'est nickel. Et franchement c'est génial. Donc voilà, cette review de SmackDown est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo du dimanche. Et on se retrouvera à 21 h sur YouTube pour un petit live, voilà, kick-off de TLC. Et bien sûr, comme habituel, vraiment détente, causette, comme on fait depuis plusieurs semaines. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.